C'est le temps de vous présenter maintenant notre chronique Prévention Assurance en compagnie de notre ami Mathieu Labrec, qui est directeur prévention chez Promutuelle Assurance. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, il commence à faire beau. Oui. Et là, on s'en va, plus on avance dans le temps, plus le printemps va s'installer. L'automne dernier, on a parlé de comment préparer notre maison pour l'hiver. Mais là, comment préparer notre maison? D'abord pour le printemps, parce que toujours c'est cru d'eau qu'on peut avoir. Et aussi pour l'été, parce que je pense que ça va ensemble. Oui, effectivement, ça va ensemble. Donc, l'automne dernier, certains préparatifs pour l'hiver, printemps qui s'en vient. Fonte des neiges, pluie en plus, donc certaines mesures de sécurité qu'on a à prendre, dont protéger nos maisons contre les inondations de sous-sol, infiltration d'eau au sous-sol. Le beau temps pour les prochaines semaines, donc on peut s'attendre à une fonte de neige là, quand même assez importante. L'objectif de notre chronique aujourd'hui, ça va être vraiment d'informer les propriétaires des mesures à prendre pour protéger justement nos sous-sols des infiltrations d'eau et des inondations. Dans les bonnes raisons qu'on a pour protéger notre demeure, il y a certaines zones qui sont plus problématiques. Pensons aux zones inondables. Tout d'abord, bien sûr, si on habite en zone inondable, on est plus à risque justement d'être inondé, d'être sujet aux infiltrations d'eau. Bon, est-ce que ma maison est en zone inondable? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Il y a un outil sur Internet qui s'appelle Géo-Inondation. Pour le trouver simplement, là, j'ai tapé dans un moteur de recherche « zone inondable ». Le premier lien que j'avais, c'était celui de Géo-Inondation, qui est une application cartographique qui nous permet de voir si notre résidence, par exemple, est dans une zone inondable et l'historique des zones qui sont inondées. Par la suite, on se dirait si notre résidence a déjà été inondée. Excuse-moi, je m'arrête. Est-ce qu'à Montmagny, on a des zones inondables avec la rivière, avec, on sait, dans la montée de la rivière du Sud, aux abords, dans ce coin-là, Saint-David, puis tout ça? Oui, tout à fait. Que ça peut être des zones... Est-ce que c'est encore des zones inondables, considérées inondables? Oui, tout à fait. J'ai fait la recherche hier à partir de mon domicile, et puis rapidement, en entrant notre adresse, ça nous met une carte vraiment de la ville, comme ici à Montmagny. Puis, près de la rivière, justement, Saint-Nicolas, avenue Saint-David, il y a certaines résidences qui sont impactées justement par la zone inondable. Okay. Donc, à ce moment-là, on est capable, simplement en tapant notre adresse, de savoir si on est situé dans une zone inondable. Il y a les résidences qui sont situées aux abords de la rivière du Sud aussi, qui peuvent être. Tout à fait, effectivement, qui peuvent être. C'est pas toujours parce que vous restez sur le bord de la rivière que vous êtes dans une zone inondable, là? Non, non, c'est ça, tout dépendant. Là, la carte est pas... elle va vraiment être dessinée là, selon le cas, en fin de compte, selon l'importance. Donc, on va être capable de voir ça facilement là, sur ce site Internet-là. Est-ce que ça coûte plus cher de rester dans une zone inondable pour s'assurer? Il y a certaines restrictions qui peuvent s'appliquer au contrat d'assurance, par exemple. Donc, si on parle, par exemple, des infiltrations d'eau au niveau du sol, il y a certaines restrictions d'assurance. Mais ça, à ce moment-là, ça c'est vraiment de contacter votre agent d'assurance qui, justement, va vous renseigner sur les protections qui pourraient être permises dans ces zones-là. Oui, on parle de zones inondables, mais encore là, il y a beaucoup de critères un petit peu qu'on va regarder rapidement tout à l'heure. Mais c'est vraiment l'agent d'assurance qui peut répondre à ces questions-là. OK. D'autres raisons aussi, d'autres bonnes raisons de se protéger, de prendre certaines mesures. Donc, si on a un sous-sol qui est aménagé puis qui est habité, on peut penser qu'on a des équipements électroniques, des meubles qui sont là. Puis aussi, par exemple, des photos, des biens qui seraient difficilement remplaçables si jamais notre sous-sol est inondé. Les inondations puis les infiltrations d'eau aussi... oui, inondation, on peut le voir. Infiltration d'eau qui pourrait se produire sur une plus longue période. À ce moment-là, ça pourrait avoir des répercussions à long terme sur notre santé. On peut penser à la pourriture, à la moisissure qui pourrait se développer dans nos murs, par exemple, qui serait difficilement visible. Puis, aussi, avec les spécialistes des changements climatiques qui vont nous dire que, des épisodes de pluie abondante qui sont plus fréquentes, tant en précipitations tombées qu'en récurrence, en fin de compte, le nombre de fois où est-ce que ça pourrait arriver. Par la suite, on va parler des mesures. Certaines mesures qui sont... des fois, on pourrait penser, ça doit être onéreux de me préparer contre les inondations. Pas toujours. Certaines mesures simples et gratuites aussi qui peuvent être réalisées. Par exemple, on va commencer par ne jamais verser de matière grasse et d'huile dans nos éviers.
Pourquoi ça? C'est que ces matières-là peuvent former un bouchon, autant dans nos égouts à nous que les égouts des municipalités. Ce bouchon-là va venir restreindre le renvoi d'eau, si on veut, vers nos égouts municipaux. On peut prendre un exemple rapidement de notre tuyau, par exemple, notre tuyau qui sortirait de notre résidence pour s'en aller vers les égouts municipaux. Tranquillement, si on a un bouchon qui se forme, bien à ce moment-là, notre eau ne circulera plus là, aussi efficacement vers le réseau d'égouts municipal. Puis à ce moment-là, avec cette restriction-là, pourrait justement favoriser le retour d'eau vers notre domicile. Oui, eh bien ça, avec ça, justement, à un moment donné, il va s'amonceler d'autres particules et ça finit par boucher. Effectivement, ça finit par boucher. Donc, ça peut être une des raisons là, pour laquelle, justement, ça peut être important, justement, de ne jamais vider de matière grasse et d'huile dans nos conduites. Donc aussi, ce qu'on va dire, vérifier si les grilles d'égout, les bouches d'égout pluviales, récemment, bon, avec le doutant qu'on a eu, les bouches d'égout, bon, étaient glacées. Juste jeter un petit coup d'œil à savoir, bon, es-tu déglacé? Est-ce que l'eau peut s'évacuer directement dans la bouche d'égout plutôt que vers notre domicile? Aussi, on va voir d'entreposer nos articles les plus importants ou les plus irremplaçables à l'étage. On va voir aussi de sceller les fissures de la fondation. On en a parlé un petit peu que c'est important à l'automne, bon, de vérifier est-ce qu'il y a des fissures, bon, de regarder justement ces fissures-là, ce serait probablement le temps de les réparer, justement, de les colmater. Au besoin, faire affaire avec un expert là, qui pourrait nous donner un coup de main pour réaliser ces tâches-là. Veillez à ce que vos gouttières et les descentes pluviales ne soient pas obstruées. Donc, cet automne, on disait, bon, assurez-vous de les nettoyer, au moins, pour pas que les feuilles bouchent nos descentes pluviales, puis de s'assurer que l'eau s'évacue à au moins 6 pieds de notre résidence. Pourquoi? C'est justement pour favoriser, justement, que le sol plus perméable absorbe cette quantité d'eau-là. S'assurer aussi que nos rallonges de descente pluviale peuvent avoir été abîmées par justement nos conditions climatiques. Donc, justement, de prendre le temps de les vérifier puis de les ajuster. Ça s'ajoute après la gouttière, peut-être de le montrer? Oui, effectivement. Ouais. Bon, ça va s'ajuster après la gouttière, en fin de compte. Notre gouttière qui va être bien souvent solide en aluminium. Puis justement, pour venir diriger notre eau. Pour envoyer l'eau plus loin du solage. Du solage, c'est ça, effectivement. Donc, c'est ça. Celui-là, on peut la modeler comme on veut, mais celle-là, si je la modèle... c'est drôle. Elle va avoir un peu de... C'est une chose à laquelle on ne pense pas. Non, pas nécessairement. Elle est là, puis on pense que tout est correct. Oui, oui. Fait que juste jeter un petit coup d'œil, simplement, puis la remplacer au besoin. Puis, si on ne le dira jamais assez, retenir les services d'un plombier qui est qualifié. Justement, pour tous les problèmes de plomberie, où est-ce qu'on aurait des interrogations, notre beau-frère, c'est peut-être pas la personne justement la mieux placée pour venir bien nous conseiller puis de venir bien étudier la situation, là. Parce qu'il y a certaines problématiques, bon, par exemple, remplacer une conduite comme ça qui peuvent être quand même assez simples, mais quand on touche vraiment à la tuyauterie, à la plomberie de la maison ou la plomberie qui se rend vers notre réseau d'égout municipal, c'est important de vraiment faire affaire avec notre plombier. D'autres questions aussi qu'on peut poser à notre plombier. Est-ce que mon niveau de la maison est adéquat? Niveau de la maison, on parle de la pente de terrain. Donc, ce qu'on va s'assurer, c'est d'avoir une pente qui est descendante à partir de notre fondation pour favoriser justement l'écoulement de l'eau vers des surfaces qui sont plus perméables. Dans le cas d'une pente qui serait descendante vers la maison, bien là, notre eau va justement venir s'écouler près de nos fondations, puis ça va favoriser l'infiltration d'eau via notre mur de fondation, puis notre semelle de fondation. Donc, s'assurer que notre pente est vraiment descendante. Autre question, est-ce que ma maison est équipée d'un drain de fondation ou d'un drain français? Donc, notre drain de fondation, drain français, c'est important aussi de veiller à son entretien, puis au besoin, son inspection. Notre drain français qui va être un tuyau, il y a souvent un tuyau noir, un petit peu comme celui-là, qui va être perforé. Notre drain français, bon, tout dépendant avec les années, il peut, puis tout dépendant avec les années, pourrait s'écraser. Donc, il viendrait créer une restriction d'évacuation d'eau dans mon tuyau, dans mon drain français. Donc, pourrait venir favoriser l'infiltration d'eau, encore là,
par mon mur de fondation puis ma semelle de fondation. Est-ce que tu as des signes avant-coureurs de ça? Est-ce qu'on peut voir que peut-être qu'il pourrait être écrasé parce que c'est pas facile, là, parce que c'est quand même du gazon, de la terre? Oui, oui. Bien souvent, les signes qu'on pourrait avoir, ça va être des signes intérieurs, un petit peu peut-être de l'infiltration d'eau par des micro-fissures ou même apercevoir des micro-fissures sur le bord, sur notre fondation, s'il n'y a pas de mur, bien entendu. S'il y a des murs, taux d'humidité qui va être plus élevé, peut-être un petit peu de début de moisissure dans le coin des murs où est-ce qu'il y a moins de circulation d'air. Donc, ça peut être des petits signes observables là, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Puis aussi, si notre drain de fondation, notre drain français, il y a déjà quelques années ou plusieurs années, ça serait peut-être un bon moment, en fin de compte, là, de penser peut-être à le faire inspecter justement par un plombier qualifié. Qui va envoyer une caméra, là? Effectivement, qui va justement voir est-ce qu'il y a des racines d'arbres qui sont à l'intérieur, est-ce qu'il a été justement écrasé avec les années. Puis après ça, ça va être votre plombier qui va vous recommander là, les mesures les plus appropriées. Un autre élément, est-ce que ai-je besoin d'un clapet anti-refoulement? Donc, notre clapet anti-refoulement qui va être installé sur notre tuyauterie qui s'en va, en fin de compte, au réseau municipal. Ce clapet anti-refoulement-là, il est conçu pour que l'eau, justement, se dirige dans une seule direction, donc soit vers l'égout municipal. Encore là, il y a un certain entretien à faire, vérification à faire pour s'assurer justement qu'il soit fonctionnel en cas de besoin. Il faut noter aussi que certaines municipalités ont des règlements justement sur les clapets qui vont obliger les propriétaires de résidences à en installer. Qui dit que tu as un clapet ou tu n'en as pas? C'est toujours une bonne question. Parfois, on arrive en inspection sur le terrain, les gens ont acheté une nouvelle maison, on leur pose des questions. Un clapet, c'est quoi? Fait que là, on leur explique un peu le principe du clapet. Donc, ça peut être difficile pour certaines personnes de savoir si on a un clapet, s'il n'est pas accessible. Parce qu'on voit parfois les planchers même ont été refaits par-dessus les clapets, donc le clapet, il est plus accessible. Sinon, les gens, normalement, en général, le savent, puis ils vont nous le montrer, il est où, ce clapet-là. Depuis, les municipalités ont aussi fait beaucoup de promotions par rapport à ces clapets-là, justement pour éviter les dégâts d'eau, les infiltrations d'eau. Mon collecteur secondaire, en fin de compte, ce qui envoie l'eau vers les conduites d'eau municipales, entretien régulier, un petit peu comme je le disais, parce qu'il peut être obstrué par différentes matières, par exemple des matières grasses. Ce qui peut arriver aussi, c'est que notre tuyau avec les années, notre conduite, parfois qui va être en béton, qui va se relier jusqu'à la rue, peut être décalé. Ça, c'est un cas que j'ai vu dernièrement. Donc, par décalé, ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir eu justement un décalement des tuyaux. Puis à ce moment-là, mon eau va s'écouler différemment, peut causer une restriction, par exemple, à ce moment-là. Puis, ce qu'on va voir sur le terrain à l'extérieur, près de la fondation, on peut voir notre terrain qui va commencer à se creuser, commencer à se miner, si on veut. Puis à ce moment-là, avec ces problèmes de restriction-là au niveau de notre collecteur, favorisant encore là les retours d'eau usée vers notre domicile. Donc, des petites choses à vérifier encore là, faire affaire avec un plombier qui est qualifié lorsqu'on touche à ce type de plomberie-là. Dernier petit outil qu'on a déjà présenté, un détecteur d'eau. Par exemple. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois qu'il vient nous présenter une chronique, il y a un nouvel instrument électronique. Un nouveau gadget. Un détecteur d'eau. Détecteur d'eau. Par exemple, par exemple, pour les sous-sols, ça pourrait être pour les chauffe-eau à l'arrière de nos laveuses. Ce que ça va faire, c'est quand l'eau va atteindre nos deux petites sondes ici, le courant électrique va pouvoir passer, puis ça va envoyer justement une alarme comme quoi, par exemple, on aurait un tuyau de laveuse qui aurait rupturé, on aurait une infiltration d'eau au sous-sol, pour diverses raisons. À ce moment-là, ça peut émettre un bruit sonore ou envoyer une alerte, par exemple, sur un cellulaire ou sur notre système d'alarme, puis à ce moment-là, la centrale d'alarme nous contacterait pour nous dire qu'on a un problème. On le place où? Par exemple, près des chauffe-eau, ça pourrait être près de notre si on veut, notre clapet anti-retour. Bref, à des endroits où est-ce qu'il y a le plus de chances, en fin de compte, d'avoir une problématique d'eau.
Oui, mais ma question, c'est on l'installe où pour avant qu'il y ait un dégât d'eau? Ouais, avant qu'il y ait un dégât d'eau, effectivement, on va l'installer comme ça au sol. Il faut qu'il soit au sol. Il faut qu'il soit au sol, oui, effectivement, OK. pour justement venir nous donner un avertissement là, que déjà là, on a une problématique. Puis comme les petites sondes sont vraiment au niveau du sol, bien, ça ne prend pas beaucoup d'eau là, pour qu'ils sonnent, qu'ils nous avertissent. Je ne savais pas que ça existait, mais là, on le sait. Oui. Là-dessus, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Donc, la prévention, c'est important. Là. Et soyez alertes et ayez les yeux ouverts, là, parce que là, on est dans le printemps. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Michel. Mathieu Labrec, qui est directeur prévention chez ProMutuelle Assurance, ça complète.